RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Votre invité ce matin a participé aux discussions à Paris. Il s'agit de la chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès. Virginie Ruffnac, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sorti de Septène vendredi soir dernier. C'est ça. Voilà, une semaine en confinement après ce séjour parisien sur lequel on va revenir un petit peu si vous le voulez bien. D'abord savoir si vous êtes satisfaite de ce rendez-vous, des annonces qui ont été faites, mais aussi du contenu des discussions et de leur tonalité. Écoutez, autant sur l'état d'esprit, le climat dans lequel ces discussions se sont tenues, avec un État engagé. Le ministre a été très engagé et actif, proactif, je dirais, sur ces discussions et cette séquence parisienne, sur le fait que l'Union calédonienne, qui était en face de nous, était un partenaire aussi à la hauteur de ses responsabilités historiques. Nous avons tenté, quant à nous, d'assumer nos responsabilités également. Et du coup, effectivement, il y a eu des moments vifs d'échange, mais en tous les cas, ça a été extrêmement respectueux, chacun dans le respect de ses convictions. Mais en tout cas, je considère que le fruit de ces travaux est important. Alors, pour la Nouvelle-Calédonie. Le fruit de ces travaux, c'est notamment un calendrier qui semble s'être mis en place avec la date du référendum le 21 décembre 2012 et puis ensuite 18 mois pour construire quelque chose en fonction du résultat du référendum. Aujourd'hui, il y a plus de visibilité, c'est ça qui vous satisfait ? Cette date, pour nous, elle était très essentielle. Pourquoi ? Parce que vous le savez, il y a peu de populations au monde qui subissent un petit peu, en termes d'échéance électorale, ce que subissent les Calédoniens. Je veux dire, en l'espace de 5 à 6 ans, ils auront vécu donc 3 référendums successifs, non pas sur un sujet mineur, mais sur leur propre nationalité, sur la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et le territoire dans lequel ils vivent. Donc c'est très éprouvant pour nos populations. Et vous savez, je suis même persuadée que cette volonté, que cette date arrive le plus tôt possible pour que nous libérions l'horizon des Calédoniens, je suis persuadée qu'elle est aussi partagée par un certain nombre de Calédoniens qui sont dans l'esprit, enfin qui ont la volonté d'une éventuelle indépendance, ou en tout cas qui sont pour le oui. Je crois que tous les Calédoniens ont envie qu'on se sorte le plus rapidement de ces échéances qui divisent nos populations, qui les mettent face à face. On doit sortir de l'accord de Nouméa. Le choix a été fait, effectivement, que ça se passe cette année. Nous considérons que c'est une bonne chose plutôt que de faire la politique du chien crevé au fil de l'eau et de laisser continuer à dégénérer la situation. Et nous avons vécu une année 2020 et 2021 difficile jusqu'à présent. Vous savez, tout ce que nous vivons aujourd'hui, instabilité institutionnelle, pas de gouvernement, ce que nous avons vécu sur l'usine du Sud qui a connu une résolution positive grâce à un investissement important, notamment de la présidente d'Aprin Sud. Mais tout ça pour dire que sortons de cela et dégageons l'horizon des Calédoniens. Donc cette date, effectivement, était essentielle. Excusez-moi d'être un peu longue, vous me posiez la question des perspectives. Oui, il y a quand même eu aussi cette clarification des conséquences du oui à l'indépendance et du non à l'indépendance pour un État qui a donné factuellement un certain nombre d'éléments d'information qui ne pouvaient pas ne pas être portés à la connaissance de chaque Calédonien avant même qu'il aille en direction de l'urne et qu'il aille voter pour ce vote essentiel. Alors même si ce document est un peu fuité, vous le savez, avant qu'il soit complètement discuté, il va être complété aujourd'hui après les discussions que vous avez eues à Paris. Aujourd'hui, il n'y a que les élus qui en ont connaissance, il n'y a pas encore le grand public n'est pas complètement informé. Ça va être une phase importante et c'est une phase de la campagne que vous allez mener aussi. Oui, je pense que ce document qui a fuité n'est pas le document définitif, qui n'est pas le document public, parce qu'effectivement, il valait discussion. Et puis surtout, à l'époque, nous n'étions pas encore dans le fait que nous allions avoir un référendum binaire. D'accord. On pouvait encore peut-être avoir un référendum de projet. C'est plus le cas. Nous avons ce dernier référendum de l'accord de Nouméa pour clôturer cette séquence que nous vivons depuis un grand nombre d'années. Et donc, face à un référendum d'accession à la pleine souveraineté, oui ou non, il faudra, dans ce document, l'apurer pour ne présenter, effectivement, c'est ce que nous avons défendu, en fait, à Paris. Et donc, effectivement, il y a un travail au niveau du ministre et de l'État pour rendre ce document conforme à la consultation que vont vivre les Calédoniens. Pleine souveraineté, dans le cas du oui, quelles sont les conséquences ? Maintien au sein de la République française, en cas de non, quelles sont les conséquences ? Le 12 décembre, c'est dans 6 mois, c'est demain, ça veut dire qu'aujourd'hui la campagne a commencé ? Alors, nous allons organiser cette campagne. Vous savez, dans la vie, il faut toujours, me semble-t-il, méditer de l'expérience du passé. Nous avons 2 campagnes référendaires derrière nous. Il faut que nous fassions un travail sur ce qui est pertinent dans ce que nous développons en termes d'argumentaire face aux Calédoniens pour les convaincre, encore une fois, d'une chose qui est essentielle pour nous. C'est que jamais la Nouvelle-Calédonie ne perde les liens avec la République française et qu'elle soit arrimée de manière pérenne à cette République française qui la protège. Les discussions à Paris ont permis de le montrer à tous les niveaux, et c'était factuel. Un petit territoire dans la zone dans laquelle nous sommes
nous considérons, et en tout cas ça a été montré par des faits très concrets en matière d'armée, en matière d'éducation, en matière de santé. Regardez déjà aujourd'hui dans quelle situation est notre système de santé, ne peut survivre sans être dans une grande nation qui protège la Nouvelle-Calédonie. On l'a vu sur le Covid, à quel point l'État était à notre chevet. Nous le voyons en matière de forces armées, nous le voyons en matière, et même d'éducation ou de santé, c'est important. Et je crois que nous allons travailler mieux la campagne et parler peut-être au cœur des Calédoniens. Leur dire que rester dans la France, c'est pas nier l'identité de la Nouvelle-Calédonie. Ça n'est pas dire que c'est uniquement pour une partie de la population. Essayer d'avoir un non à l'indépendance qui est le plus fédérateur possible pour inclure l'ensemble de nos populations dans une dynamique avec notre identité singulière. Alors, même si la campagne a déjà débuté ou va débuter prochainement, il y a des discussions qui vont se poursuivre. On attend notamment un prochain comité des signataires dont la date n'a pas encore été fixée. Qu'est-ce que vous en attendez de ce comité des signataires? Qu'est-ce qu'il peut produire? Effectivement, la date n'a pas encore été fixée de ce comité des signataires. À Paris, les discussions ont été très riches, quel que soit le format. À un moment donné des discussions, c'est important qu'il y ait un dialogue. Écoutez, très sincèrement, nous n'avons aucune objection, bien au contraire, vis-à-vis de la tenue d'un comité des signataires. Le fait que ça risque d'être à Nouméa, mais dans un nouveau contexte, qui n'est pas celui de Paris, au sein des instances même de la République française, on est dans la solennité pour se positionner dans ces discussions. Et c'est pas forcément le cas en Nouvelle-Calédonie, mais nous sommes tout à fait ouverts, nous attendons la date. Je considère que les discussions qui ont lieu à Paris ont été très fructueuses et que ces discussions font date, et je pense que c'est la majorité du travail qui devait être fait. Alors, lors de ces discussions à Paris, il n'y avait pas l'UNI. Vous pensez que c'est regrettable qu'il ne soit pas allé à Paris et qu'il faudra qu'il soit présent au comité des signataires, si comité des signataires il y a dans les jours qui viennent? C'est toujours regrettable qu'un partenaire ne participe pas. Ces discussions ont été très riches et par conséquent c'est de leur responsabilité. Je n'ai pas de commentaires spécifiquement à faire là-dessus. Alors il y aura une séance du Congrès probablement la semaine prochaine pour que les élus calédoniens discutent de cette fameuse date du référendum. On sait que l'État a choisi. Quel est le poids de ce débat et est-ce qu'il risque d'envenimer les choses ou pas? Alors c'est quelque chose de formel, vous le savez, lorsque l'État fixe la date, c'est par décret et c'est une prérogative complètement de l'État. C'est à l'État de fixer la date, c'est à plus de 18 élus du Congrès de demander que la consultation se tienne. C'est ce que les indépendantistes ont fait le premier jour où cela était possible. Et puis maintenant, c'est effectivement à l'État de fixer la date. Ce qu'il a fait, il a assumé sa responsabilité en la matière. Cette date est fixée, mais de manière formelle, un avis non conforme du Congrès est demandé, où chacun effectivement se positionnera. Encore une fois, cette question de date est aussi une question de responsabilité vis-à-vis de nos populations pour leur permettre de regarder autre chose que ce mur de ces consultations successives qui divisent nos populations. Alors, il y a ce calendrier établi à Paris qui demande encore validation, mais donc qui est en cours. Et puis, il y a aussi l'avis des institutions. Pour l'instant, toujours pas de 17e gouvernement de plein exercice. Renouvellement du bureau et du président du Congrès, sans doute dans la première quinzaine de juillet, sont des étapes importantes et il va falloir que ce gouvernement se mette en place. Moi, j'estime que c'est pas un beau spectacle. En tout cas, c'est plutôt un spectacle de désolation qu'on donne à nos populations que d'être depuis plus de 4 mois désormais sans gouvernement. Je pense que nous ne pouvons pas aborder le dernier référendum de l'accord de Nouméa dans une instabilité institutionnelle de la sorte, même si nous pouvons effectivement nous poser des questions sur notre pertinence institutionnelle aujourd'hui avec le fonctionnement que nous avons. Et cette situation d'instabilité, elle montre qu'il faudra, même si nous restons dans le non à l'indépendance, ce que nous souhaitons et que nous allons défendre avec conviction, réformer complètement nos institutions, car nous voyons bien qu'elles sont à bout de souffle. Donc néanmoins, je considère que la responsabilité vaut qu'il y ait un travail pour faire en sorte que, lors de la prochaine consultation et dernière de l'accord de Nouméa, donc vous voyez l'importance qu'a cette consultation, la Nouvelle-Calédonie ait des institutions qui soient en place et qui fonctionnent. On ne peut pas rester ainsi pendant presque un an sans gouvernement avec cette consultation référendaire. Donc il me semble que c'est l'ordre de la responsabilité. Et la balle est dans le camp des indépendantistes ou vous avez aussi votre mot à dire ? Je pense que tout le monde a son mot à dire. Vous savez, aujourd'hui, cette chute a été prématurée, elle a été précipitée, je dirais. Enfin, pas prématurée, précipitée, et pour des raisons qui sont encore à discuter, en tout cas que nous avons contestées depuis le début, que nous continuons de contester. Donc, effectivement, il y a des discussions à avoir avec eux et nous ne sommes pas en dehors de ces discussions.
Alors Patrice Faure, le nouveau haut commissaire, a pris ses fonctions cette semaine. Il était présent lors des discussions à Paris. Vous avez pu échanger avec lui. Qu'est-ce que vous pensez de la teneur de ces échanges et des premières déclarations publiques qu'il a pu faire? On ressent que c'est un homme d'action, le nouveau haut-commissaire, ce que nous pouvons saluer. Nous l'avons ressenti à Paris puisqu'il était présent autour de la table lors d'un certain nombre de discussions. Moi, en tout cas, j'ai apprécié puisqu'il a été sollicité publiquement sur notamment la façon dont le dernier référendum s'est tenu, avec une déstabilisation devant les bureaux de vote que nous avons dénoncé, vous le savez, même plus que dénoncé, puisque nous avons fait requête au Conseil d'État et que la requête n'a pas été examinée. Eh bien, il a affirmé qu'il prendrait les mesures pour que chaque Calédonien puisse être totalement libre et pas perturbé dans le choix de ce vote. Et donc, j'espère que ces déclarations d'intention, cette détermination affichée sera effectivement suivie des faits. C'est indispensable. Vous savez, chaque camp est respectable. Les indépendantistes ont un idéal que nous respectons. Nous défendons autre chose. Eh bien, il faut que chaque Calédonien se prononce librement et qu'il n'y ait aucune contrainte, aucune déstabilisation à l'approche des bureaux de vote. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et moi, en tout cas, j'ai apprécié au moins cette forme de détermination dont nous espérons et puis nous souhaitons la bienvenue, bien sûr, au nouveau commissaire qui est le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie. Et nous espérons que cette détermination sera suivie des faits. Virginie Ruffnac, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.